Moi, souvent, quand j'ai peur, j'arrive à comprendre que j'ai envie de quelque chose. C'est assez ambivalent, mais ça veut dire que je ressens un truc en moi où je me dis, tiens, j'ai peur d'y aller. Et je pense que j'arrive à identifier ce moment maintenant et me dire, si j'ai peur, c'est que j'ai envie. Parce que si j'ai peur de mourir, c'est que j'ai envie de vivre. Si j'ai peur de faire quelque chose, c'est que j'ai envie. Donc maintenant, il y a ce côté un peu de défiance envers moi-même où je me pousse un petit peu, je me dis, bon, là, et c'est là, je pense, où on se sent le mieux parce qu'on s'améliore, parce que il faut avoir peur. Après, c'est pas une peur paralysante. Moi, l'ambition que j'ai, c'est vraiment juste de devenir un peu une meilleure version de soi-même. Ça fait un peu bateau, mais je pense que c'est vraiment, intimement, c'est vraiment ça. C'est de se dire, si je suis capable, si j'ai envie de ça, il faut que je le fasse. Eh bien, bonjour Léo. Bonjour. Merci d'être présent pour le podcast Enquête d'ambition. Donc aujourd'hui, on va parler de toi, parler de ton projet, et puis on va également parler de ta vision de l'ambition, parce que c'est un petit peu le thème de ce podcast aujourd'hui. Comment toi tu vois l'ambition, comment tu pourrais la définir, etc. Et puis l'ambition, bien sûr, aussi de ton projet. Alors toi, tu es le fondateur de TakeUp. C'est ça, cofondateur, exactement. Mais Vous êtes combien ? On est 3. Vous êtes 3. Donc TakeUp, c'est une application qui permet aux boutiques de vêtements de mettre en place une économie circulaire. Avant tout, avant que ça soit une application, c'est déjà un service. Nous, vraiment, ce qu'on a fait, c'est un service pour des gens qui font du haut de gamme, de mettre en place une économie circulaire pour leur boutique de vêtements. Donc nous, on marche avec des partenariats avec des boutiques de vêtements haut de gamme à Orléans, donc principalement pour le moment autour de la place du Châtelet. Donc on peut citer les filles des Rats, First, Le Passage. Et en fait, les boutiques nous envoient des clients. Nous, on se déplace chez les clients, on récupère des vêtements et on imprime des bons d'achat pour qu'ils puissent reconsommer en boutique. En gros, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. D'accord. Donc on va avoir l'occasion de reparler plus en détail de TakeUp. Ce que je vais te demander, du coup, c'est de te présenter dans un premier temps et ton parcours professionnel, savoir d'où tu viens. Ok, moi je m'appelle Léo Benitez, j'ai 29 ans. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de voyages. J'ai commencé par une école de commerce. Après, j'ai fait un double diplôme en Colombie où je suis parti pour un master en finance. Ensuite, j'étais au Pérou. J'ai créé ma propre entreprise qui s'appelait Yasan, contraction de Yasa et Sana qui veut dire chemin vers la santé. Donc là, je faisais de la vente de produits bio à des coachs sportifs, nutritionnistes. Ensuite, je suis revenu en France où j'ai eu plusieurs postes en tant que commercial. Donc j'étais commercial pour de la formation, pour un centre de formation technique. Et ensuite, j'étais commercial chez Planity où j'ai rencontré mon associé actuel, Valentin, avec qui on s'est associé sur le projet. Voilà. Effectivement, ça fait un long parcours déjà. C'est ça. Et alors le Pérou, sans indiscrétion Moi, je suis franco-péruvien. Donc c'est vrai que j'avais pas mal envie de découvrir le pays. J'avais déjà voyagé avant. Et ouais, ça m'avait toujours plu. Et bon, ça a resté un moment. Et puis après, avec l'économie un peu vacillante du pays là, pendant le Covid, etc., c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rentrer en France. Ouais. Et alors du coup, là tu en as parlé brièvement que lors de tes différents postes, notamment le dernier, tu as rencontré ton futur associé du coup. C'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter, donc là tu l'as fait brièvement, mais un petit peu plus en profondeur TakeUp, comment t'es venue l'idée et comment ça fonctionne ? Ok. On était associés, donc nous on était commerciaux en logiciel de prise de rendez-vous beauté. Ça s'appelait Planity, je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, c'était prise de rendez-vous beauté. Et on était commerciaux sur le secteur du Loiret, donc on voyageait pas mal, on allait dans les centres-villes, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin vis-à-vis des boutiques de vêtements pour avoir une solution qui les accompagne à générer plus de chiffre d'affaires. Parce que ça, c'était une nécessité. Donc le début de l'engagement qu'on a, nous, c'est de se dire, finalement, on a envie d'augmenter le chiffre d'affaires des boutiques de vêtements. Et pour ça, comment on passe en fait. Et donc on a commencé par développer des maquettes, réservation d'articles, des choses comme ça. Et assez vite, on a fait des enquêtes terrain, on a été questionner les boutiques, de quoi vous avez besoin. On a fait à peu près plus de 130 enquêtes. Et après ça, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas le meilleur axe pour les aider. Et donc on a basculé vers la seconde main.
L'ambition de TakeUp aujourd'hui, c'est de continuer à innover, d'arriver à multiplier nos offres. Là, on a vraiment fait un POC, une preuve de concept, où on a montré que finalement, travailler avec les boutiques sur de la seconde main, ça marchait. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on voudrait, c'est même aller plus loin et exploiter encore plus les canaux de revente sur les aspects seconde main, voire passer sur une offre qui nous intéresse encore plus, qui est sur de la location. De la location d'articles seconde main, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Soit développer une offre B2B, soit B2C, ça, c'est encore en discussion. Mais je pense que ça sera le futur et l'ambition de TakeUp. De toute manière, elle ne peut pas être de rester uniquement sur de la collecte d'articles haut de gamme. Parce que oui, effectivement, on voit bien que l'économie circulaire, c'est quelque chose en ce moment qui a fait ses preuves. Alors, on voit avec Vinted, avec plein d'autres choses. Et donc, du coup, l'allocation concrètement, alors peut-être que tu ne vas pas forcément pouvoir développer maintenant, mais ça consisterait en quoi ? En gros, ça consisterait à, par exemple, je paye un abonnement, mettons... les chiffres sont évidemment indicatifs. Mais en gros, je paye 120 € par exemple. Je peux louer 6 pièces par mois. Et tous les mois, je reviens en boutique et je dis, je ramène les 6 pièces que j'ai. Bon, s'il y en a qui me plaisent toujours, je les garde. Mais par exemple, j'en ramène 4 dans l'exemple. Et les 4, je les change. Et donc, en fait, ça permet de ne pas avoir des stocks de vêtements chez soi et de pouvoir changer de style de leasing. Continuellement. De leasing, mais plutôt d'abonnement longue durée, moi je dirais, parce qu'on est plus sur vraiment, on change souvent. Le leasing, c'est plus, on prend une voiture, on la garde quand même un moment. On la change pas tous les mois, là, pour le coup. Donc l'idée, ça serait vraiment d'avoir plutôt, alors limite, une bibliothèque de vêtements, on pourrait apparenter ça un petit peu à ça. Et moi, je pense qu'en tout cas, c'est le futur, dans la mode. Alors, dans tes publications... on voit qu'aujourd'hui, c'est plus de 20 000 € de bons d'achat édités pour les boutiques orléanaises. Je connais pas mal d'entreprises qui rêveraient d'avoir ce genre de chiffres. Comment tu peux expliquer quelle est ta stratégie justement pour atteindre ces résultats-là ? Nous, la stratégie qu'on a mis en place, c'est vraiment d'accompagner déjà beaucoup les boutiques, d'aller les voir, de les former, de leur dire comment parler à leurs clients, parce qu'on est commerciaux quand même à la base. Et qu'elles comprennent en fait notre proposition de valeur et le fait que vraiment pour eux c'était un avantage. Aujourd'hui, une boutique de vêtements, si ses clients ils revendent leurs articles sur Vinted, pour elle fait pas de chiffre d'affaires. Avec notre solution, en fait, ça lui permet finalement de générer du chiffre d'affaires. Et donc, il faut qu'elle comprenne l'intérêt. Et je pense que ça a pris au début, la première semaine, on a eu 1-2 clients. Et tout de suite, quand les personnes ont compris finalement leur intérêt, là, ça a été exponentiel. Alors, il me semble que tu l'as un petit peu dit lors de ton introduction, mais vous travaillez avec toutes les boutiques de vêtements ou certaines types spécifiques ? On travaille surtout avec des boutiques haut de gamme. Ouais. Parce que... Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur de la seconde main, si on veut avoir une seconde main de qualité, il faut des articles... dans le temps. Et que ça dure dans le temps et qu'on ait de la durabilité sur nos produits. Il faut des articles de qualité, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, on ne peut pas recycler des vêtements qui sont sur Shine, qui sont de la fast fashion, de Zara, etc. C'est des vêtements par définition qui sont à usage unique. Et nous, ce qu'on essaye d'amener, c'est même l'indicateur de cost per use, de coût par utilisation, de faire comprendre, et il y a un travail, je pense, d'éducation là-dessus, de faire comprendre aux gens que finalement, ça ne coûte pas plus cher des fois d'acheter mieux, parce que la durée de vie du vêtement, que ce soit à l'achat ou à la revente, forcément, elle est plus longue. Donc, oui, mais il y a toute une pédagogie, parce qu'en ce moment, on est vraiment... Alors même si ça arrive petit à petit... consommer local, faire du circuit court, etc. On a quand même été très longtemps dans une tendance où il fallait qu'on ait du pas cher, même si ça tenait pas très longtemps. Donc tu as toute une démarche pédagogique aussi. Ouais, exactement. Moi, je pense qu'il y a on est dans une société où tout va vite, où on a envie de se démarquer beaucoup et cette volonté-là, elle passe aussi par le style vestimentaire. Ça veut dire que les gens ont envie de changer de style souvent. Et le problème, en fait, c'est que si on essaye de changer de style souvent, ça implique que finalement, ça va faire des coûts énormes. Et donc, c'est aussi là où finalement le marché de la fast fashion c'est bien implanté. C'est parce que j'achète des vêtements à 5 €. Je sais que je vais les mettre 3 fois, mais le mois prochain, je vais pouvoir acheter autre chose. Et c'est là où moi, je pense que le futur aujourd'hui, c'est vraiment sur de la location de vêtements. Au niveau de la revente de seconde main, on a vu que ça avait augmenté beaucoup plus vite
que le marché des vêtements de détail au cours de ces 3 dernières années. J'ai pas les chiffres, j'avais vu, il me semble, 20 fois plus vite que du coup le marché des vêtements de détail. Alors pourquoi c'est aussi difficile pour une boutique classique, à ton avis, de mettre en place une économie circulaire ? En fait, ça tient à une chose très simple. Nous, on a été voir les boutiques au début, on leur demandait vraiment ce qu'elles voulaient faire. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est assez simple, c'est que le prix d'un vêtement, c'est pas que la qualité, pas que la fabrication, c'est le conseil qu'il y a derrière, en boutique, etc. Le problème sur de l'article de seconde main, c'est qu'il est par essence moins cher qu'un article neuf. Et donc, en fait, les pourcentages de marge sont réduits. Imaginons, j'ai une boutique en haut de gamme, je vends des vêtements en moyenne de prix à 300 €. Peut-être il y a 50, 100 € qui sont vraiment liés à la partie conseil. Sauf que si maintenant je me commence à vendre des vêtements seconde main et que finalement je revends à 100 €, déjà dans un premier temps ça va baisser la valeur de mes produits, la valeur perçue, pas forcément la valeur que moi j'affiche, mais si je mets des produits à 100 € à côté de produits à 300 €, forcément il y a quelque chose, et en plus ça va réduire ma marge. Donc nous on a bien compris, en tout cas pour les boutiques indépendantes. Après il y a des chaînes qui s'y mettent, il y a des boutiques, mais même les chaînes en fait de magasins créent aujourd'hui des espaces particuliers. Je pense à Bash qui travaille avec un concurrent à nous qui s'appelle Foam, qui a créé vraiment une boutique à part où ils ont une boutique seconde main et une boutique première main. Donc c'est pas du tout déjà la même typologie de clientèle, et ensuite les mêmes prix sur les marges. Et je reviens sur une autre question qui m'était venue tout à l'heure. Tu dis ce sont des vêtements haut de gamme essentiellement, mais du coup ça peut être sur des grandes marques ou ça peut être aussi sur quelque chose d'artisanal. On peut avoir du coup des professionnels qui vendent des vêtements mais qui sont vraiment des artisans. On peut avoir ce genre de choses ? On aimerait bien. Pour le moment, on n'a pas encore beaucoup, mais il y en a quelques-uns de nos articles, surtout sur des fourrures, c'est des choses un peu plus travaillées, etc. Ouais, il y en a un petit peu, mais nous, on aimerait bien. Après, la plupart des choses qu'on récupère aujourd'hui, ça reste des grosses marques. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a parce que tu dis que tu es franco-péruvien, est-ce que du coup, je pense que c'est quelque chose de très généralisé, le fast fashion, mais est-ce que du coup, tu vois quand même une différence de mentalité entre, du coup, certains pays ? Ouais, je pense que si on compare au Pérou directement, je pense que après c'est des pays où il y a toujours une économie très forte de seconde main naturelle, parce que forcément le prix étant des articles, etc. Ça fait que structurellement il y a une économie de la seconde main. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui en France, la chance qu'on a, c'est quand même qu'on a un réveil un petit peu culturel où on se dit c'est vraiment cet aspect-là n'existe pas, par exemple au Pérou, de dire je vais consommer pour la planète, je vais commencer à calculer mon empreinte carbone, mon empreinte écologique, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui n'existe pas, et c'est ça qui est intéressant, et c'est aussi pour ça que le marché de la seconde main en France aujourd'hui est en train d'exploser. Mais du coup, c'est justement la seconde main, est-ce que c'est une pédagogie qui doit se faire plus du côté des consommateurs, des commerçants, des deux, pour toi ? Pour moi, c'est une marche sociétale, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui arrive et qui s'insinue petit à petit. On peut comparer ça à ce qu'on a vu dans la nourriture avec le bio. Au début, le bio, c'était très cher, personne ne voulait en acheter. Tout le monde disait non, mais etc. Et petit à petit, on a compris. Et ce travail-là, n'importe qui le porte, je pense, c'est utile à la société. Et après, moi, je me dis, la responsabilité, finalement, elle incombe à celui qui comprend la chose et qui est capable de la transmettre. Donc, il n'y a pas de distinction pour moi. En termes d'acteurs, il ne faut pas se dire, c'est pas à moi de le faire ou c'est à moi. Si je le comprends, je pense qu'il y a un devoir qui est là, de dire, maintenant que j'ai compris que la mode, ça pollue énormément, c'est une industrie très pollueuse, etc. Et que je comprends un peu la solution, c'est à moi de la mettre en avant et de l'instaurer de plus en plus. De toute façon, c'est vrai qu'effectivement, on voit que, comme tu disais, il y a une démarche, c'est en vogue de plus en plus, le respect de l'environnement, consommer local, court, etc. Et après, effectivement, peut-être que c'est en fonction des pays, en fonction aussi du niveau social,
de chaque personne. Après, il y a des pays qui sont un peu plus développés que d'autres, etc. Est-ce que du coup, toi, là, tu travailles donc avec des marques qui sont implantées au niveau mondial. Tu travailles aussi, tu t'es développé dans d'autres pays au niveau de Take-Up, ou essentiellement c'est que français là? Là, pour le moment, on travaille que à Orléans. Ouais. Et c'est voulu parce que on pourrait pas gérer au niveau logistique autre chose que ici pour le moment. Nous, l'ambition qu'on a, ça revient au thème du podcast, c'est vraiment d'améliorer finalement chaque petit détail du process, des gestions des stocks, de gestion des entrants, de tout ça en fait, c'est vraiment ça qui fait finalement la performance à la fin d'une entreprise. Donc nous, vraiment, la démarche, elle est là. La volonté, c'est de rester sur Orléans pour le moment. Pour le moment. À court terme, très court terme, oui. Moi, après, j'ai une capacité qui est vraiment d'essayer d'améliorer la chose jusqu'à où elle peut être améliorée et après d'avoir une ambition suffisante pour se lancer ailleurs. Ça va pas être de rester sur Orléans, il faut être clair, mais par contre, il faut aussi se donner les moyens de ses ambitions et se dire, pour le moment, il faut qu'on travaille encore et il faut qu'on comprenne et qu'on améliore, que ce soit d'un point de vue mental, on va dire, mais aussi logistique, technique et autres. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour bien se développer par la suite et créer une base solide. Donc ça impliquerait quoi concrètement ? Concrètement, aujourd'hui, on va développer tout un logiciel parce qu'en fait, il y a une vraie problématique sur la seconde main qui est celle de la gestion des stocks, des flux entrants-sortants. On n'est pas sur un logiciel de gestion des stocks classique dans le sens où j'ai une référence, je produis 10 000 articles de cette référence-là. Finalement, la gestion est plus simple et simplifiée. Là, sur la seconde main, la problématique, c'est qu'il y a une gestion photo qui sont des photos uniques. On n'est pas sur Asos ou une photo où finalement on va avoir une référence, une photo, et après, on a pas mal d'articles qui découlent de ça. Non, on a une photo unique, on a un stock unique, et donc et une seule pièce. Et donc ça implique en fait, nous, ce qu'on aimerait bien développer aujourd'hui, c'est vraiment un logiciel qui est adapté à ce qu'on développe, et possiblement qui permettent justement d'avoir des petits, c'est des petits détails, mais c'est vraiment ça qui fait tout le sel de l'activité et qui permet en fait d'économiser du temps là où il y en a quoi. Et sur Orléans, du coup, parce que tu parlais d'un de tes concurrents, est-ce que c'est quelque chose qui, est-ce que tu es précurseur dans ce domaine-là Pardon. Vas-y. Sur Orléans, la chance qu'on a sur Orléans, c'est qu'il n'y a pas de dépôt-vente, qui serait finalement le concurrent direct à un service comme le nôtre. Donc pour le moment, on est assez tranquille sur ce coup-là. Il y a un concurrent qui s'appelle Once Again, mais qui lui est pas du tout sur le même cible de marché. Donc finalement, c'est pas vraiment un concurrent non plus, parce que c'est pas les mêmes pièces c'est pas du haut de gamme, pour dire les choses simplement. Et non, après, on n'a pas vraiment de concurrent à Orléans. Pour le moment, c'est pas. Donc pour le moment, c'est quelque chose qui c'est un peu un boulevard. Ouais. Ce qu'on ressent du coup dans les chiffres aussi. Ouais, exactement. Mais après, l'ambition, ça peut être d'aller à Paris assez vite aussi. Nous, on a déjà interrogé des boutiques, on a créé des liens, des partenaires. On en a qui sont prêts à nous suivre. Mais voilà, on attend aussi... La seconde étape serait logique d'aller sur Paris, bien sûr. Bien sûr. Et puis, il y a aussi toute une phase là où on doit, quand je disais optimisation des stocks, ça veut dire aussi optimisation des canaux de revente. Et donc, parce qu'il y a de la revente en physique, ça, c'est une offre qu'on aimerait bien développer, mais il y a aussi de la revente en ligne. Et en fait, le fait de mettre les articles sur différentes plateformes, de centraliser, de créer des API après au niveau technique qui permettent d'envoyer en fait la donnée vers les différents sites, etc. Tout ça, c'est du développement et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui c'est manuel. Demain, il ne faut plus que ça le soit pour qu'on ait les moyens de nos ambitions. Si vous dégagiez sur autre chose. Exactement. Et donc du coup, tu dis le plus vite possible pour Paris. Tu as à peu près une idée de quand ça sera possible? Moi, j'espère fin 2024. Ouais. Donc là, on est vraiment sur cette année-là. Ok. Mm-hmm. C'est quelque chose d'envisageable. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, du coup, parce que quand même, 29 ans, donc tu es relativement jeune, même si bon, les startups, on sait très bien que ça évolue. On s'approche des 30 ans. On s'approche des 30 ans, mais tu as quand même un passé qui est quand même assez bien fourni. Toi, l'ambition, c'est quelque chose que... Comment tu peux me définir ta vision de l'ambition?
Moi, je crois que j'ai une vision, je sais pas si le mot ambition me fit complètement avec mes pensées. Moi, je parle beaucoup plus d'envie, d'avoir envie. Je trouve que c'est vachement important d'avoir envie de faire des choses. Et moi, il y a aussi une notion qui est la peur, parce que je trouve que c'est... Moi, souvent, quand j'ai peur, j'arrive à comprendre que j'ai envie de quelque chose. C'est assez ambivalent, mais ça veut dire que je me dis, je ressens un truc en moi où je me dis, tiens, j'ai peur d'y aller. Et je pense que j'arrive à identifier ce moment maintenant et me dire, si j'ai peur, c'est que j'ai envie. Parce que si j'ai peur de mourir, c'est que j'ai envie de vivre. Si j'ai peur de faire quelque chose, c'est que j'ai envie. Donc maintenant, il y a ce côté un peu de défiance envers moi-même où je me dis, je me pousse un petit peu, je me dis, bon, là, et c'est là, je pense, où on se sent le mieux parce qu'on s'améliore, parce que moi, l'ambition que j'ai, c'est vraiment juste de devenir un peu une meilleure version de soi-même. Ça fait un peu bateau, mais je pense que c'est vraiment, intimement, c'est vraiment ça, c'est de se dire, si je suis capable, si j'ai envie de ça, il faut que je le fasse. Et je me pose pas 4 questions, je me dis pas, bon, non, Donc là, mais en ce moment, peut-être. tu as peur. Ouais, j'ai toujours peur. Mais il faut avoir peur. Ouais, je pense qu'il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Après, c'est pas une peur paralysante. C'est là où il faut distinguer la chose, etc. C'est une faut peur se mettre... élévatrice, tu penses, ouais. Ouais, bien sûr. Et c'est elle aussi qui permet à un moment... moi, je trouve qu'on fait toujours des allers-retours entre le moment j'ai peur, le moment je prends de la distance vis-à-vis de la situation. Je vois que je l'ai déjà vécu dans d'autres contextes. Je vois que finalement, je peux la maîtriser. Je commence à comprendre un peu les ressources, etc. Et là, tout de suite, ça se calme. Mais moi, je trouve que c'est toujours, en tout cas dans ma personnalité, c'est toujours des petites choses où on fait des allers-retours comme ça. Et moi, c'est ça qui me fait grandir parce que je vois, et c'est ça qui est agréable aussi, je vois où on en est aujourd'hui. On va très vite parce que je trouve qu'on est allé quand même assez vite pour la taille du projet et pour tout ce qui s'est passé, etc. Et je pense que ça tient à ça parce qu'il y a des moments où c'est difficile parce que là, dans une entreprise, je pense qu'il faut réaliser, il faut être en accord avec la réalité. Et il faut comprendre le marché et pas se tromper là-dessus. Et c'est super important parce que c'est un peu le défaut, moi, je trouve, de pas mal de startups, c'est de dire, j'ai un rêve, j'ai une volonté, aussi belle soit-elle, hein, mais est-ce que je peux l'appliquer au marché ? Nous, ce qu'on s'est toujours efforcé de faire, c'est d'aller vite, de tester, de rentrer sur le marché et de dire, voilà, on va voir ce que le marché dit. Et forcément, ça fait peur parce qu'on arrive avec une offre qui est jamais finie, qui est jamais belle en premier instant, mais on comprend des choses. Et cette compréhension-là, finalement, ça fait tout le détail, le sel. Aujourd'hui, je me dis, quelqu'un voudrait nous copier, je pense qu'il pourrait pas parce que il y a toutes les étapes avant qui sont ultra importantes, quoi. On en parlait du coup lors de nos derniers podcasts où du coup on parlait il faut rêver mais rêver intelligemment. Ouais. C'est ça un petit peu ce que tu nous dis, c'est que du coup voilà on peut avoir des objectifs, il faut les mettre en place, mais il faut pas non plus. Ouais. C'est ça qui est important. Mais du coup quand tu parles de c'est un peu parce que tu dis voilà ça sera jamais une offre parfaite. Ouais. Mais il faut commencer justement, il faut pouvoir parce que si on commence pas, effectivement, si on attend que cette offre soit parfaite, ça ne démarrera jamais. Exactement. Et donc du coup, il y en a beaucoup comme ça qui attendent et au final ne font rien, quoi. Bah ouais, c'est le problème un petit peu de la chose, et c'est là où il faut aussi se dire c'est pas grave d'échouer, c'est pas grave de se tromper. Ce qu'il faut, c'est toujours garder sa lucidité. Et ça, c'est pas facile parce que il y a une partie aussi d'ego. C'est-à-dire que j'ai une idée, je pense que c'est la bonne, je fonce, je me trompe, j'ai pas envie de le voir parce que mon ego me dit non, mais j'ai raison. Et c'est ça, en fait, la difficulté, c'est de se remettre en question et de se dire non, finalement, c'est pas la réalité. Et il faut pas avoir peur de reconnaître qu'on s'est trompé et de le reconnaître vite parce que ça fait gagner du temps. Ça permet aussi de donner confiance aux autres. Ça veut dire, moi, je le vois dans mon équipe, quand je dis, je me trompe, je le dis. Enfin, il se passe rien et on se trompe tous, quoi. Enfin, il y a un peu oui, ce truc où... La persévérance, c'est bien, mais il faut éviter l'entêtement. On en parlait il n'y a pas longtemps. Ouais. Comme tu dis, voilà, l'entêtement, c'est pas bon. Il faut savoir assez vite se rendre compte de ses failles ou de son échec. Ouais. Il faut avoir un peu l'ambivalence, comme je disais un peu avant. C'est quand on est dans la situation, il faut être un peu entêté dans le sens où
je suis en train de vendre mon projet, je suis dans ça, je vais le défendre jusqu'à dire que c'est le meilleur projet du monde, etc. Dans ce sens-là, il faut. Mais dès qu'on a un moment où on n'est plus en phase de se vendre, etc., il faut savoir se remettre en question rapidement et se dire, voilà, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, etc. Moi, je pense que c'est important d'avoir ces deux facettes parce que si on doute trop, il y a aussi ce côté très pervers où il faut donner confiance aux gens. Il faut montrer que vous avez une détermination, un esprit qui fait que vous allez vous lever le matin, que s'il y a une difficulté, vous allez trouver les ressources mentales pour y arriver, pour la résoudre, et que vous avez l'énergie finalement pour régler avec vos ambitions. Enfin, ça, c'est important. Et en même temps, il faut se dire des fois, ah ouais, mais en fait, j'ai pas bien fait. Donc, c'est toujours... Et c'est là où moi, je reviens un peu à l'ego. Moi, ce que j'ai le plus appris dans ma vie, je pense, avant, c'est surtout... je joue au poker aussi, j'ai fait d'autres choses. Mais c'est vraiment de lâcher un peu ce truc-là. De dire, finalement, ça sert à rien. Tout c'était par d'ego, de trucs, de machin, d'ego trip, etc. Ça sert pas à grand-chose. C'est un peu destructeur aussi. Hein. C'est un peu destructeur. Et puis, finalement, on n'est pas vraiment meilleur qu'un autre. Par contre, on peut travailler plus. On peut être moins fatigué émotionnellement par rapport à ce qu'on reçoit. Ça, c'est très possible. Par contre, au niveau intelligent, il y a des gens très très brillants, hein, beaucoup plus intelligents que moi et que nous tous. Mais c'est pas parce qu'on est plus intelligent que... Non. Et c'est une intelligence pour moi qui est émotionnelle. Là, on ne parle plus d'intelligence. C'est vraiment l'intelligence émotionnelle de se dire je lâche un peu cette partie égo et j'essaye de réfléchir vraiment à... C'est des introspections un peu ça. Ouais, bien sûr, ouais. Non, je pense que c'est pas mal d'introspection, ouais. C'est intéressant, ouais. C'est pas évident, justement. C'est un long travail sur soi-même. C'est quelque chose que toi, tu as travaillé régulièrement dessus ou c'est quand que tu as eu ce déclic-là sur l'ambition ? Je pense que c'est une construction. C'est empirique ? Ouais, c'est empirique. C'est petit à petit et... Ouais. Non, ouais, je pense que c'est empirique, je sais pas comment c'est venu. Mais ouais, c'est petit à petit des briques et avec des compréhensions. tes différentes missions, tes différents postes. Ouais, je pense déjà, en plus, tu as déjà créé des entreprises. Ouais, bien sûr. Et je pense justement sur ma première entreprise, il y a beaucoup de fois où je me démoralisais. Où je me disais... C'était quoi ta première entreprise ? C'était de Yassan. C'était de la vente de produits bio en B2B, à coach sportif, nutritionniste. Donc moi, j'allais voir les agriculteurs. Je prenais des produits et je les revendais aux coachs sportifs, nutritionnistes, qui les revendaient eux-mêmes à leurs clients. T'avais quel âge ? J'avais 2016, je crois. Je sais plus quel âge j'avais 22, 23, quelque chose comme ça. Et ça a bien fonctionné. C'était basé surtout sur la prospection. Donc il fallait vendre, il fallait aller, etc. Et je me rappelle que vraiment le début de ça, c'est de se dire... je vais pas y arriver, les doutes qu'on connaît tous, mais est-ce qu'ils vont revenir vers moi, mais est-ce que mes produits sont bons, mais est-ce que je vais me retrouver, je me rappelle, j'avais des stocks, j'avais acheté pour 5 000 € de stocks de produits, et j'avais des stocks comme ça, et je me dis, il faut que je les vende, et ça me... Ouais, ça c'est cool. Ça tronge, quoi, ça tronge un peu, parce que tu te dis, bon, forcément, il faut que je vende, parce que je veux être rentable, parce que, etc. Et je me rappelle que je faisais beaucoup plus de up and down émotionnel à ce moment-là. Et je crois que c'est ce moment-là où... Mais ça, c'est après, je pense que c'est un peu la double culture aussi qui m'a beaucoup appris ça, d'arriver à déconnecter. À certains moments, de se dire... À certains moments, je suis au boulot, je suis en train de travailler, je suis en train de chercher des solutions à mes problèmes. À d'autres moments, je pense plus à rien. Juste, je suis dans autre chose. Et c'est un jeu. Moi, je crois qu'il faut vraiment le prendre comme un jeu, ce truc-là, parce que... c'est sérieux sans être sérieux. On essaye toujours de faire le mieux, mais finalement, c'est un jeu, quoi. Faut pas trop se mettre dans ce truc-là. Pour toi, l'entrepreneuriat, c'est un jeu ? Ouais, complètement, ouais. Ouais, c'est un jeu. Et après, on essaye de prendre du plaisir. Moi, j'ai vraiment une philosophie où j'essaie de prendre du plaisir dans l'action, pas que sur l'accomplissement de l'action. Je me dis pas, tiens, je fais 1 million de CA et je suis content. Je me dis, il faut que je sois content tout de suite. Sinon, en fait, c'est le problème, c'est qu'après, on devient un peu aigri. Si on n'y arrive pas, on se met une pression qui est inutile, en fait. Et l'idée, c'est juste il y a des choses sur lesquelles on va avoir une influence, d'autres pas. Et il faut savoir être honnête avec soi-même et savoir se mettre à la bonne place. Il y a des choses où on va pouvoir se dire, là, j'ai un impact là-dessus. Donc là, je vais bosser. Mais si j'ai pas d'impact, je vais pas me ronger la tête pour me dire, j'ai pas fait assez de CA. Non, en fait, si j'ai pas d'impact,
Juste, non, je pourrais pas, je vais pas travailler 200 heures par semaine. Enfin, c'est pas possible. Donc, je pense que c'est ça aussi, c'est savoir compartimenter un peu et se dire, là, je peux m'améliorer. Là, c'est pas moi, c'est la chance, c'est le hasard, c'est les un facteur rencontres, chance, indéniablement. Évidemment. Mais alors, du coup, comment s'est arrêtée ta première expérience professionnelle dans l'entrepreneuriat ? Moi, j'ai rencontré ma femme en Colombie à ce moment-là, c'est très perso. Et ensuite, je suis rentré en France pour finir mes études en 2018. Donc, à ce Donc, moment-là. c'est volontaire ? Ouais. Ok, il n'y a pas eu d'échec, comment... Non, parce qu'en fait, ça marchait pas mal. J'étais un peu fatigué quand même, parce que c'était un business qui tournait que sur de la prospection. Ouais. Donc, finalement, ça veut dire que je fais pas de prospection. Il n'y a pas de vente qui rentre et puis j'avais pas assez pour payer quelqu'un. On était deux. Je me rappelle que j'ai laissé l'autre personne en fait gérer le business, donc il s'est pas arrêté tout de suite. Et il a continué après toi. Il a continué après moi et je crois qu'un an et demi après, ça s'est cassé la gueule, ouais. À peu près. Mais parce que c'était plus par une question de choix. Hein. C'est aussi. Et puis, ouais, il fallait plus s'impliquer, il fallait autre chose, ouais. Mais à l'époque, j'avais pas tout compris. Donc justement, là, quand tu as créé Take Up, ouais. là, du coup, tu as pris le pour, du contre, les côtés positifs, négatifs de ta première expérience. Ça a été, du coup, très enrichissant pour toi. Ouais, bien sûr. Non, je pense que ça... Ouais, c'est... De toute façon, toute expérience de vie est bonne à prendre, mais ouais, j'ai pris quand même. Et moi, surtout, ce que j'ai acquis comme certitude, c'est il faut aller vite. Moi, je trouve que ça, c'est un mantra qui est bon. C'est il faut aller vite. Pas trop vite, dans le sens où faut pas non plus sortir. Mais je trouve, en tout cas, moi, c'est faut aller vite, faut essayer plein de choses. Et c'est-à-dire, vas-y, est-ce que tu peux nous développer ça un petit peu ? Aller vite ? Ouais. Ça veut dire, je sais pas, j'ai un projet qui est de faire quelque chose, je sors une version avant. Je me dis, je vais faire une version, par exemple, que je veux créer un logiciel, je me dis, je sors une version, même qui est pas mobile, qui est web, un site web, etc. Tout de suite. Ou alors je sors une newsletter, ou alors je sais pas, mais je pense que ça, c'est important dans le sens où d'avoir des retours sur ce qu'on fait, mais des retours business. Parce que ici, on est dans un écosystème où tout le monde est très gentil avec nous, etc. C'est assez facile d'avoir des retours positifs. Et c'est là où le fait d'être exposé au marché, il n'y a pas meilleure vérité pour moi que ça, d'arriver et d'aller voir les gens, de leur dire est-ce que tu achèterais ça ? Est-ce que tu es prêt à acheter même autre chose je sais pas, prendre plein d'exemples, mais de boîtes ou même une version papier d'un truc, enfin je sais pas, n'importe quoi. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas l'idée, c'est pas d'attendre forcément que ça soit bien structuré, on lance, on voit ce que ça donne, quoi. Ouais, pour moi ça c'est important. Et si on n'a même pas de produit, pour moi c'est d'aller voir les gens et d'aller leur vendre quand même la chose, même si elle n'existe pas, de dire bon voilà, est-ce que tu serais prêt à me suivre là-dedans ? Est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ? Et surtout, c'est pas s'isoler. Essayer d'être le plus entouré possible, de comprendre et bon, après il y a toujours entouré professionnellement et personnellement. Ouais, dans les deux cas, ouais. Non, de toute façon, c'est important d'avoir quand même un équilibre de vie. Ça, je pense que ça c'est essentiel. Et surtout d'arriver à déconnecter un peu du boulot, à pas ressasser ses trucs, ces machins. Et alors justement, ton cercle, parce que là, on va peut-être rentrer plus dans la phase perso, mais ton cercle familial, comment il a... C'est un cercle qui est assez ouvert à l'entrepreneuriat ou c'était un cercle qui était assez fermé et qui avait un petit peu peur ? Moi, j'ai ma femme qui me soutient dans à peu près tout ce que je fais. Elle n'était pas forcément très ouverte au début. Moi, à la base, j'ai pas forcément... J'avais envie toujours d'entreprendre, mais là, on a quand même fondé un projet qui est un peu plus ambitieux dans ce sens-là, dont j'avais envie, mais j'avais pas forcément envie d'entreprendre à plusieurs, etc. Et c'est vraiment mon collègue Valentin. Pourquoi tu voulais pas entreprendre à plusieurs ? Parce que c'est pas forcément le fait d'entreprendre à plusieurs, c'est surtout un peu l'aspect de tranquillité et l'ambition du projet.
je me suis toujours dit, bah, je vais entreprendre, mais là, je me suis dit, bah, je vais faire un petit truc, un restaurant, une chose un peu plus simple, on va dire. Et ça, j'aurais pu le faire tout seul, par exemple. C'était pas quelque chose d'aussi compliqué, etc. Et même si au fond de moi, je sais que bah, j'avais toujours eu cette envie-là, etc., d'entreprendre sur des projets un peu plus complexes. Parce que là, bon, il y a quand même beaucoup de choses, puis il y a du développement technique, il y a un peu plus, mais moi et donc au début, on vient au labo en espace coworking et ma femme pensait que je prenais des cafés toute la journée, quoi. Ça ressemblait à ça un peu ma vie perso. Ouais, bah de toute façon, tu prends des cafés toute la journée. C'est la belle vie. Tu touches ton chômage, tu vas pas vraiment bosser, etc. Elle pensait comme ça. Et puis petit à petit, voilà, il y a des étapes qui se sont faites, il y a des choses qui se sont faites, il y a des financements qui sont arrivés, des choses comme ça. Et d'un coup, elle se dit, bon, bah voilà, forcément, c'est plus sérieux. Donc, son discours a changé, a évolué. Ouais, son discours, sa vision surtout, ouais. Parce que, bah ouais, forcément, elle est toujours un peu sceptique au début, de dire, bon, bah est-ce que vraiment il va faire ce qu'il dit qu'il va faire? Mais qu'est-ce que ça te faisait, toi, concrètement, ce discours-là, où elle était un petit peu sceptique? Moi, pas grand-chose. Juste, je vais lui prouver, quoi. Moi, je savais, en fait. Je savais ce que je faisais, donc j'étais pas... Toi, t'as ta ligne. Ouais. Bah, moi, ouais, je suis assez centré là-dessus, ouais. Parce que je me dis, bon, je sais ce que je fais, donc en fait, j'aime pas... Je vais pas surjouer. J'aime pas surjouer et souvent, des fois, je me vends un peu mal, en tout cas dans le perso. Un peu mal parce que, bah, justement, j'aime bien aussi qu'on me critique. J'aime bien qu'on me dise un peu... La critique ouais, est constructive. Hein. Bien sûr, ouais, j'aime bien ça. Et du coup, des fois, je me vends un peu mal dans le perso. Dans le pro, évidemment, quand c'est plus professionnel, avec d'autres gens, etc., c'est plus facile. Mais ouais, dans le perso, moi, je disais, bah voilà, écoute, je sais pas où je vais pas te mentir. On entreprend, on fait un projet, on valide des étapes. Mais il y a des étapes qui auraient très bien pu ne pas être validées. Nous, on s'est lancé sur le projet, on était 2. On a pris quelqu'un avec nous, qui s'est associé avec nous, Alexandre. Et c'était pas gagné. C'est parce qu'on voulait internaliser la production de l'application. Donc, il y a des étapes comme ça où on se disait, bah, si on trouve pas un développeur, bah, ça va être... Nous, on veut pas. On veut pas se lancer sur un projet technique sans développeur, par exemple. Donc ça, c'était une étape de valider. Ensuite, il y a d'autres étapes aussi, mais il y en a... Voilà, c'est chaque fois des petites marches qui sont faites et qui font que bah, ça donne de la crédibilité. Et pour moi, la crédibilité, elle parle pour moi plus que moi. Est-ce que tu vois souvent sur les réseaux sociaux, on voit cette fameuse image d'une personne qui monte des escaliers, elle tombe, c'est un trampoline, elle repasse sur l'escalier, elle monte un petit peu plus, elle redescend. Donc pour toi, l'entrepreneuriat, voilà, ce sont des petites marches à chaque fois à gravir, plus ou moins grandes, des fois un peu plus compliquées. On peut tomber, on remonte à chaque fois. C'est ça ou c'est autre chose? Moi, je dirais pas cette image-là, parce que j'ai pas l'impression de tomber. C'est bizarre, hein, mais j'ai pas l'impression de tomber, ou alors j'ai pas encore pris de grosses chutes, mais j'ai pas vraiment l'impression de tomber. Je pouvais avoir cette image-là quand j'ai entrepris ma première entreprise. Ça pouvait ressembler à ça. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. J'ai l'impression juste de gravir un escalier, pour reprendre l'image un petit peu, de gravir un escalier un petit peu tortueux, où à chaque fois, je fais des écarts sur ce que j'avais pensé faire ou où je pensais aller. Mais j'ai pas vraiment l'impression de chuter, parce que finalement, on s'attend aux choses si on arrive à les anticiper quand même. Et puis, des fois, on arrive quand même... Nous, la force qu'on a, c'est qu'on arrive quand même à comprendre un peu où on va se prendre des murs. On a pivoté plusieurs fois sur le projet. Quand je parlais tout à l'heure, réservation d'articles, etc., c'est des choses où on a très vite compris que ça allait pas. Mais on s'est pas pris une vraie chute parce que justement, on s'est dit, un petit peu avant, on s'est dit, non, ça va pas aller. Donc derrière, ouais, forcément, ça change en fait la vision. Donc pour le moment, après je touche du bois, mais j'ai pas encore cette sensation-là. Et moi, ouais, j'ai plus une sensation de... Je monte, mais je sais pas où je vais. Moi, c'est plus cet inconnu-là. C'est-à-dire, si je veux résumer ça, cette vision-là, c'est de dire, je sais que j'ai envie de grossir, je sais que la boîte, j'ai envie qu'elle soit quelque chose de grand, j'ai l'ambition pour ça. Et je pense qu'on va amener de la structure, etc. Je sais honnêtement pas du tout où on va sur... évidemment, on a des sujets, etc. Mais je veux dire, quelle forme pratique ça va prendre, c'est ça, je ne sais pas. Mais par contre, je sais que j'ai envie et qu'il y aura une route qui va se tracer à un moment.
Et cette route-là, c'est aussi ça qui fait la joie finalement d'entreprendre, c'est de la découvrir, de pas savoir, de savoir qu'on ne sait pas et d'être content de ça. Et de dire, je ne sais pas où je vais, mais je suis content d'y aller. Et moi, j'ai beaucoup cette vision-là, plus que l'esprit chute et se relever, qui participe un peu, pour moi, à cette image du self-made man, auto-entrepreneur, génial, brillant, que pour moi, c'est pas ça. Mais après, je pense qu'il y a des gens qui sont très bien dans cette image-là et qui arrivent très bien et pour qui ça joue ces côtés revanche sur les choses, de dire finalement j'y arrive et vous pensez que j'y arriviez pas. Moi, j'ai aucune revanche à prendre. Enfin, je veux dire, c'est vrai, j'ai pas de revanche. Vous y croyez pas, ça me change pas ma vie. Par contre, j'ai envie de découvrir ce qui va se passer. J'ai envie d'aller au contact des choses et de les comprendre. Et ça, c'est une soif d'apprentissage, je pense, qui est pour moi beaucoup plus importante que le fait d'échouer, ou ça revient un peu aussi à ce qu'on disait dans l'ego. Après, comme tu disais, bon, je te le souhaite pas, mais peut-être que du coup, va y avoir cette marche loupée, donc je te le souhaite pas. Mais beaucoup de gens disent que ce sont des apprentissages. Donc toi, pas du tout dans cette vision-là. Non, après, je pense qu'il y en a des marches loupées des fois, etc. Mais c'est jamais la sensation perçue. C'est pas, pour moi, c'est pas ça. Ouais, c'est pas. Si je loupe justement la marche, j'apprends. Donc au final, d'un certain côté, cet apprentissage-là, il est intéressant. Et puis je trouve que c'est là où moi, dès que j'apprends, je me sens grandi d'un certain côté. Donc derrière, il n'y a pas de, il y a pas de mal. Et puis il y a des choses qui sont difficiles, quoi. Qu'il faut se battre pour les comprendre, pour aller les chercher, pour se dire, j'ai pensé. Moi, je trouve, après un peu de psychologie, mais je trouve qu'il y a des croyances dans les choses qu'on fait, qu'on dit, qu'on pense, qu'on vit. Et c'est intéressant de les identifier et d'aller et de dire, ce que je crois là, finalement, c'est pas vrai, et d'aller le questionner, et d'aller jusqu'au bout, et de se confronter à ça. Et c'est le plus dur. C'est le plus dur, et c'est ça. Moi, j'ai l'impression d'être tellement concentré sur cette action-là, finalement, que tout le reste, finalement, c'est comme si ça avait plus d'importance. C'est secondaire. C'est secondaire, en fait. L'échec est secondaire dans la perception, moi, que j'ai de l'amélioration de moi-même. Je sais pas comment dire, mais c'est-à-dire si, en fait, mon but, c'est presque de m'améliorer plus que de réussir. Et donc, en fait, c'est pour ça aussi que j'ai cette vision-là, c'est parce que je me dis, si je m'améliore, de toute façon, les réussites, elles viendront. Donc, en fait, je suis plus dans cette vision-là de dire, si je m'améliore, les réussites, elles viendront. Donc, finalement, les échecs, il faut les interpréter comme des possibilités d'amélioration que j'ai, moi. Et donc, quand j'apprends, j'ai content. Je suis content, je me dis, j'ai appris un truc, je me dis, là, je vais l'appliquer. Et si je l'applique bien, ça fait plaisir parce que je me dis, là, ça a servi, y a tout ce travail qui a été fait, et pour arriver là, le plus dur, c'est de construire un mindset, un état d'esprit, une volonté. Et après, ça passe, je pense, par plein de choses très, très personnelles. Chacun a sa vision du truc. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me tire le plus, c'est d'apprendre, ça, c'est sûr. Alors, on parle de plus en plus des startups à impact. Ouais. Et tu penses que c'est le rôle des startups de répondre aux enjeux de notre époque et d'y apporter des solutions, ou c'est pas du tout de leur ressort? Oui, moi je pense que évidemment, ouais. Et puis c'est là où il faut être le plus malin, c'est se positionner le premier sur plein d'enjeux parce que finalement c'est le futur. Pour moi, le rôle d'une startup, et là je dirais d'une entreprise en général, c'est d'arriver avec et surtout quand on est nouveau, parce que startup, par définition, on a une nouvelle offre, on a une nouvelle chose, c'est d'arriver sur un marché et de comprendre demain. Parce que finalement, nous, on fait que s'adapter au marché. On n'est pas créateur de pensée, il faut le dire. Moi, je vois les startups, etc. On n'est pas créateur de pensée, on s'adapte à ce que les gens veulent et on est là pour permettre finalement une évolution. Donc on a d'abord une évolution qui est sociétale, où les gens pensent des choses, j'ai envie de consommer bio, j'ai envie de consommer mieux, j'ai envie, etc. Les startups arrivent et se disent, je vais permettre cette transition. Mais là, au niveau concret, pas juste au niveau des idées, etc. Pour moi, c'est la vision que doit avoir l'entreprise. Et donc, si on n'est pas dans cet impact-là, pour moi, ça veut dire que derrière, c'est compliqué en fait d'exister. Ou alors,
Juste, on se dit, mais même pour moi, elle est nécessaire l'impact. Même si je fais de l'immobilier, mettons, je suis obligé quand même d'être à impact, d'être révolutionnaire dans ce que je veux amener, d'avoir quand même des idées innovantes, etc. Parce que si je veux me créer de la place, moi je pense pas en termes de profit, mais vraiment en termes d'existence. Si je veux exister, déjà avant de penser à va devenir milliardaire, etc. Déjà si je veux exister, ça veut dire juste respirer un peu dans un marché qui est des fois un peu saturé ou qui est compliqué. Bah, ça veut dire qu'il faut que j'ai de l'impact sur ce que je donne. Et le meilleur moyen d'en avoir, c'est de comprendre ce que va être demain et de comprendre comment nous, start-up, on va être capable d'appliquer ce qu'on a compris en termes business. Et d'appliquer ce que les gens pensent. Et des fois, les gens pensent des choses très compliquées. Moi, je prends l'exemple dans la mode. Ils ont envie de se faire plaisir. Ils ont toujours envie de se faire plaisir. La décroissance, c'est pas une idée qui attire beaucoup de gens, il faut le dire. Mais il y a aussi une autre envie, et il faut le dire, parce que souvent on criminalise un peu les gens, on leur dit, on les culpabilise, c'est peut-être un peu plus faible, mais on les culpabilise, on leur dit, vous voulez pas changer finalement, de toute façon vous voulez que consommer. C'est vrai, mais c'est ambivalent aussi, parce que d'un autre côté, ils ont envie de faire évoluer les choses. Il y a vraiment cette envie-là qui est présente, qui a envie d'une mode plus responsable, il y en a énormément, et on en rencontre tous les jours. Et donc en fait, il faut essayer de se faire marier les deux envies. Et c'est là où on va, et c'est là, pour moi, où la transformation est belle, c'est quand on arrive à comprendre. Les gens ont toujours envie de nouveautés. Ok, bah c'est pour ça là, un peu là qu'on va se diriger vers de la location. Toujours envie de nouveautés, mais ils ont envie de consommer plus responsable. Comment on fait un mixte? Et c'est là où on va créer de l'impact, finalement. C'est quand on comprend les deux choses. Et anticiper le futur. Exactement. Et au lieu d'être dans une réaction, on va dire, où on se dit ouais, mais vous voyez, ils pensent n'importe quoi. Vous voyez, finalement, ça n'a pas de sens, tout ça. Bah non, c'est comprendre le sens, le reprendre et dire comment j'arrive à mêler, finalement, tous ces aspects sociétals qui se combinent et à créer, et à les mouliner et à créer une solution qui va être à peu près en cohérence avec ce que peut être l'avenir, quoi. Si en un mot, ou en une phrase très courte, tu devais me résumer Take Up. Ouais. Ça serait. Pour moi, en une phrase très courte. Et pour susciter l'envie de découvrir, aux auditeurs de découvrir du coup ton entreprise. Je vais réfléchir un petit peu. Ouais, t'es pas marqué cette question. Faut que ça vienne assez... Faut pas que tu réfléchisses de trop. Hein. Tu viens vraiment... un mot qui te vient à l'esprit. Quand tu penses à ton projet, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Moi, j'aime bien la phrase qu'on a mise sur notre site internet qui est l'élégance est un renouvellement perpétuel. J'aime beaucoup. Et sinon, redonnez vie à ce qui vous entoure. Je trouve que c'est deux phrases qui me plaisent beaucoup. Ouais. C'est très joli en tout cas. Et une phrase ou un mot pour l'ambition? La vitesse. La vitesse. Je sais pas pourquoi, mais je savais que ça allait être ça. La vitesse, mais aussi la compréhension, voilà, tout ça. Vitesse de compréhension, quoi. C'est vraiment comprendre vite, appliquer vite. Comment on te retrouve sur les réseaux sociaux, site internet? Est-ce que tu peux nous donner du coup adresse, etc. Sur Instagram, Take Up France, qui va bientôt être plus fourni en contenu. Sur internet avec notre site web, Take Up France également. Et ensuite sur LinkedIn, Take Up tout simplement. Eh ben, merci beaucoup Léo. Bah à vous, merci Alexandre.